dernière fois, j'avais terminé par quelque chose d'un petit peu formel, et on avait écrit l'équation des géodésiques en introduisant cette grandeur-là. Gamma lambda mu nu. Alors je n'avais pas donné le nom, j'avais juste donné les symboles, ça s'appelle le symbole de Christoffel, ce truc-là. Voilà, et ça s'appelle aussi la connexion affine. Il y a pas mal de noms en fait, suivant symbole de Christoffel, ça c'est plutôt en relativité, connexion affine, c'est quand on aborde ça du point de vue des mathématiques. On rencontre les deux noms. Et la définition qu'on en avait donnée, donc, qui venait d'un calcul, quand on avait démontré l'équation des géodésiques, on est tombé sur cette grandeur-là, qui s'écrivait de la manière suivante, c'était lambda sigma g de mu sigma virgule mu plus g de mu sigma virgule mu moins g mu mu virgule sigma, ou ce que j'ai noté avec des virgules ici, ça veut dire à chaque fois la dérivée par rapport à la coordonnée correspondante, c'est-à-dire par exemple lui là, g mu nu virgule g mu sigma virgule mu, c'est la dérivée de g mu sigma par rapport à x mu. Il faut remarquer qu'il y a des indices en haut, il y en a en bas. C'est pas un hasard. Ça, c'est ce qu'on va aborder dans la troisième partie du cours aujourd'hui. On verra la différence précise qui existe entre les grandeurs ici avec les indices en haut, celles avec les indices en bas. Vous voyez en particulier que souvent le g mu nu, je l'écris avec les indices en bas, alors que les coordonnées ici, je les écris avec les indices en haut. Donc, essayez de, si vous prenez des notes, de garder ça. Hein, c'est pas du tout au hasard, en haut ou en bas, il y a une logique derrière tout ça. Ça, j'en parlerai tout à l'heure. Et donc, on a terminé la dernière fois en introduisant ça, et ça intervenait, ça, dans l'équation des géodésiques, qui s'écrivait de la manière suivante. D de x lambda sur D. Alors, j'avais écrit ça de la manière suivante. Je vais exactement reprendre la même écriture, et je vais faire une toute petite modif en vous expliquant pourquoi juste après. Mu dx mu sur des taux, dx mu sur des taux. Et ça fait 0. Et c'est cette équation-là que j'avais appelée l'équation des géodésiques. Alors, j'avais noté dans le cours l'intervalle de cette manière-là. J'avais noté dx2 est égal à, on avait noté g mu dx mu dx mu. Donc c'est une somme, hein, ici somme répétée sur mu, là sur mu. Et c'est ça que j'avais appelé l'intervalle. Je vous avais dit en relativité, ça intervient souvent. En fait, la notation des taux, elle va nous poser un petit peu un problème ici. On note plutôt l'intervalle S en général, et on écrit plutôt ds bar. Je vais noter ici, ds carré est égal à ça. La raison pour laquelle j'avais employé la notation taux, je vais vous la dire tout de suite, pour que vous voyez vraiment de tout ça. C'est que si le ds2, je l'exprime en fonction d'une coordonnée temporelle et d'une coordonnée d'espace. Par exemple, si je suis dans un référentiel inertiel avec les coordonnées cartésiennes habituelles, le ds2, c'est la relativité restreinte, du coup il s'écrit de cette manière-là. Moins dx2, moins dy2, moins dz2. Voilà, ça c'est l'intervalle habituel en relativité restreinte. Et si on se place, si dans le référentiel qu'on est en train d'étudier, on est à un point qui ne bouge pas, un point qui n'est pas en mouvement, qui est immobile, dans ce cas-là, les coordonnées spatiales ici sont constantes. On n'a pas de dx, ni dy, ni de dz si l'objet qu'on est en train de considérer ne bouge pas. Donc si on considère ici l'intervalle entre deux points qui sont situés au même endroit, dans ce cas, ça devient ça, juste une variable temporelle, et c'est ça qu'on note taux. Ça s'appelle le temps propre, ça. C'est le temps que ressent le gars qui est au repos dans le référentiel. C'est le temps propre de l'observateur, et c'est ça qu'on appelle taux en général. Il se trouve que, en relativité, assez souvent, on est amené à simplifier les équations ici en disant je vais me placer dans un système d'unités dans lequel C vaut 1, et ça, je vais l'enlever. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si je prends pour les temps, si je prends comme unité des secondes, je vais prendre comme unité de longueur. Qu'est-ce que je vais prendre comme unité de longueur pour que la vitesse de la lumière vale 1 numériquement? Ouais, vas-y. Alors, longueur, seconde, c'est pas une unité de temps, c'est presque ça. En fait, il faut ici mettre la longueur qu'a parcouru la lumière en une seconde. Ça s'appelle une seconde lumière, ça.
Donc si j'exprime les longueurs en secondes lumière et les temps en secondes, et ben, la vitesse de la lumière vaut 1 dans cette unité-là, et du coup, on n'aura pas le C. Et c'est pour ça que assez souvent, du coup, on se retrouve avec l'identification entre cette grandeur-là, le DS, et le détaux. Donc j'avais fait ça la dernière fois. Je vais revenir à la notation DS dans tout le reste du cours, parce que je ne veux pas faire cette simplification. Moi, je veux vraiment que les C ils apparaissent partout. Je ne veux pas qu'il y ait une source de confusion en plus, qu'on puisse confondre des grandeurs qui ne sont pas homogènes les unes aux autres. Donc je ne considérerai pas ici que C égale 1, et C il apparaîtra explicitement dans toutes les équations. Et du coup, le détaux que j'avais noté ici, je vais maintenant noter DS, et je vais réserver le taux pour le temps propre, c'est-à-dire que le taux, ça sera vraiment toujours quelque chose qui a la dimension d'un temps dans ce que je vais prendre dans la suite. D'accord? Tout ça pour dire que du coup, dans l'équation qui est ici, je remplace les taux par des pièces. Voilà. Ce que je voudrais commencer par faire aujourd'hui, c'est déjà commencer à voir ce que nous dit l'équation qui est ici. Là, pour l'instant, c'est assez formel. On a deux équations qui sont immondes. Là, ça ne parle pas du tout. Et on va regarder ce que ça nous dit, ça, quand on est dans des conditions proches de ce qu'on fait d'habitude en physique newtonienne. C'est-à-dire qu'on a des champs gravitationnels qui sont faibles, on a des vitesses qui sont faibles devant la vitesse de la lumière. Et on va voir que ça, là, l'expression qui est ici, nous redonne ce qu'on a appris en mécanique newtonienne, en fait. On va voir que c'est des choses que vous avez apprises en... Je recommence pour la caméra parce que je ne vais pas laisser cette faute-là. Donc on va retrouver des choses que vous avez apprises en L1 ici en prenant la limite newtonienne. Donc ça va s'appeler 4, limite newtonienne. Et ce que je vais appeler ici limite newtonienne, ça va être la limite pour laquelle les champs gravitationnels sont faibles. Et les vitesses sont faibles devant la vitesse de la lumière, c'est-à-dire que dès qu'on a une vitesse, on a V sur C qui est plus petit que là. Voilà. Donc ça veut dire non relativiste, et ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de champs gravitationnels. Alors on n'a pas encore complètement exploré la nature du champ gravitationnel en réalité générale, donc je vais être obligé ici de faire appel à des choses qu'on verra un petit peu plus tard, mais vous verrez que ce n'est pas des choses qui sont difficiles à accepter. Notamment, le fait que les champs gravitationnels sont faibles ici, ça nous dit que le G mu nu, on peut l'écrire sous une forme particulière. La dernière fois, je vous ai dit, le G mu nu, il a un double rôle, hein, c'est le tenseur métrique, c'est lui qui relie les coordonnées aux distances dans l'espace qu'on est en train de considérer, et je vous ai donné quelques arguments pour vous dire qu'en plus, ça va être le champ gravitationnel. Donc, dire que le champ gravitationnel est faible, ça veut dire que cette quantité-là va être proche de celle qu'on obtient en l'absence de champ gravitationnel, et vous vous rappelez que le G mu nu est ici. Quand il n'y a pas de champ gravitationnel, c'est de la relativité restreinte, et c'est ce qu'on avait appelé état mu nu, en relativité restreinte. Donc on a G mu nu qui est à peu près égal à ça. Et c'est-à-dire ça, ce que j'appelle état mu nu ici, c'est simplement une matrice 4-4, avec des 1 et des moins 1 sur la diagonale, et des 0 partout ailleurs. Voilà. S'il n'y a pas de champ gravitationnel, le G mu nu va pouvoir être écrit sous cette forme-là. On va pouvoir trouver un système de coordonnées dans lequel ça s'écrit sous cette forme-là. Je veux aller un petit peu plus loin que ça, je ne veux pas que les champs gravitationnels soient absents, je veux qu'ils soient faibles. Et donc on va écrire ça de manière un tout petit peu différente, on va écrire que c'est ça, plus une perturbation, que je vais noter H mu nu, où cette quantité-là, je vais considérer qu'elle est petite devant état mu nu. Voilà, le champ gravitationnel faible, ça va vouloir dire ça. Là-dedans, hein, c'est des 1 et des moins 1, donc ça veut dire que les composantes ici de H sont petites devant l'unité. Ben d'écrire ça, ça va nous permettre de simplifier un petit peu les équations qui sont au-dessus. Je vais commencer par calculer la grandeur qui est ici, là, le symbole de Christoffel, en utilisant ici le fait que G est proche de l'état mu nu. Donc je vais prendre ça. Qu'est-ce que ça nous donne quand on prend le G qui est ici et qu'on le met là-dedans? Ben, il y a plusieurs choses qui se simplifient. La première, je vais pour l'instant juste réécrire le premier ici. Moi, je peux même écrire sous la forme d'une somme. État lambda sigma plus H lambda sigma fois. Et regardez bien ici ce que je vais faire. Ce qui intervient là-dedans, c'est la dérivée de G par rapport aux coordonnées spatiales. Ou temporelles d'ailleurs. Si nu c'est 0, c'est coordonnée temporelle. Si c'est 1, 2 ou 3, c'est une coordonnée spatiale. Mais c'est une dérivée ici. Si je remplace G par ça, je vais avoir à calculer la dérivée de tout ça.
Or, le état, là, ce terme-là, il ne dépend pas de l'espace, il est constant. C'est une matrice avec des 1, moins 1, moins 1 et des 0 partout. Donc ça ne dépend pas du tout de l'espace. Ni du temps d'ailleurs. Donc quand je vais dériver cette expression-là par rapport à une coordonnée, ça va donner 0, il va rester que ça. Donc les dérivés de G sont en fait juste les dérivés de H. Donc je vais remplacer dans l'accolade ici les G par des H. Et j'obtiens simplement ici H mu sigma nu plus H nu sigma nu moins H mu nu virgule sigma. Ensuite, ça on l'a vu, on s'en rappelle. Dans l'expression qui est ici, je vais m'intéresser, moi, au développement limité à l'ordre le plus bas en H. Tous les termes d'ordre H carré, H3, etc., j'en veux pas, ils sont petits devant ceux d'ordre 1. Quand on regarde la quantité qui est ici, dans le produit de ça par ça, il va y avoir deux types de termes, il va y avoir ça fois DH et ça fois DH. Vous voyez que ça fois DH, ça va donner des termes d'ordre 2 en H. Donc tous les termes qui viennent du produit de lui avec l'accolade vont donner des termes d'ordre supérieur par rapport à ce qui m'intéresse. C'est-à-dire que ici, à l'ordre le plus bas en H, je peux négliger ce terme-là devant celui-là. Et je me retrouve avec, du coup, pour l'expression de gamma, quelque chose qui est finalement assez simple, puisqu'on a état sigma, lambda sigma, H nu sigma nu, plus H nu sigma nu, moins H nu sigma. Voilà. Je vais calculer cette grandeur dans deux cas. Dans le cas où lambda est une coordonnée de temps, donc où lambda vaut 0, puis quand c'est une coordonnée spatiale, et on va mettre ça dans l'équation des géodésiques, et c'est là où ça va me donner quelque chose d'intéressant. Donc je commence par prendre le cas où lambda est égal à 0. Donc je remplace ici lambda par 0. Lambda 0 mu nu est égal à. Est-ce que vous pouvez me dire un truc intelligent sur lui? Quand lambda vaut 0. État 0 sigma. Vous vous rappelez de la matrice d'état? Donc ça du coup, qu'est-ce qu'on peut en dire d'intelligent sur cette grandeur-là? La première colonne. Oui, et plus précisément, donc quand est-ce que c'est pas nul? Quand sigma Quand sigma égale égale 0. 0, tout à fait. Si sigma n'est pas égal à 0, on se retrouve avec un terme qui n'est pas sur la diagonale, donc on a 0. Donc ici, en fait, ce terme-là, c'est finalement delta de 0 et de sigma. Donc c'est nul, à moins que sigma vaille 0. Donc je vais le faire directement. Je vais remplacer ici état 0, 0 par ce que ça vaut, c'est-à-dire 1. Je l'enlève. Et dans l'accolade, je vais remplacer sigma par 0. H mu 0, nu, plus H nu 0, nu, moins H mu nu, virgule 0. Alors, il y a une autre hypothèse qu'on va faire aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, on l'a rencontrée ici, donc je vous le dis maintenant. Donc, ce qu'on va appeler limite newtonienne, c'est le fait que les champs sont faibles, que la vitesse est petite devant la vitesse de la lumière, et aussi que les champs gravitationnels sont statiques. On va considérer que le champ gravitationnel ne dépend pas du temps, ce qui est le cas en mécanique newtonienne. On a le Soleil, il a un champ gravitationnel autour de lui qui ne dépend pas du temps, il est donné par la formule Newton. Donc, on va considérer que la situation est statique. Statique, ça veut dire que les dérivés par rapport au temps sont nuls. Et donc ici, vous avez là-dedans lui qui est tout le temps nul. Ça, le virgule 0, ça veut dire la dérivée par rapport à la variable temporelle, dérivée par rapport au temps. Et donc ça, si c'est statique, ça s'en va. Et donc il nous reste simplement ici, je vais l'écrire ici celui-là, on va le garder pour plus tard. La composante mu nu de gamma 0, c'est simplement 1 demi de h mu 0, nu plus h mu 0, nu. Je vais faire pareil maintenant avec lambda est égal à une autre coordonnée que 0. Et ça, je vais la noter i. Donc, quand un indice va prendre une lettre latine ici, i, j, k, etc., non pas des lettres grecques mais des lettres latines, ça va vouloir dire que c'est des coordonnées spatiales. Donc, je recopie ici mi. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est ça, i, sigma. Donc voilà, on a cette expression-là pour gamma. Et donc, le terme qui est ici vaut moins 1 quand sigma vaut combien? I, quand sigma vaut i. Donc je vais le remplacer ici. Pour l'instant, je vais juste mettre i. Le sigma qui est ici, du coup, je remets le i. Ici aussi. Et lui, il vaut moins 1. Donc je mets simplement
moins 1 comme ça. Et pour l'instant, je n'ai pas grand-chose à dire de plus sur ça. Là, je ne peux pas, comme tout à l'heure, dire qu'il y a un des termes que je néglige pour une raison évidente. Donc lui, je vais juste le recopier ici. Moins 1 demi de h mu i mu plus h mu i mu moins h nu virgule i. Et je vais remplacer ça dans l'équation des géodésiques. Alors je vous avais dit que ça ne serait pas très calculatoire ce premier cours, ça va vite s'arrêter là, ne vous inquiétez pas, c'est juste ça, et après on va passer à des choses un peu plus simples. Donc l'équation des géodésiques, je la réécris, je l'avais écrite tout à l'heure, c'est écrit de cette manière-là, ds2 plus gamma lambda mu mu, dx mu sur ds, dx mu sur ds. Et comme tout à l'heure, je vais considérer deux situations. Tout d'abord, ça c'est 4 équations, suivant la valeur de lambda. Je vais d'abord regarder ce que donne l'équation temporelle, c'est-à-dire comment évolue la variable temporelle, c'est-à-dire faire lambda égale à 0 là-dedans. Et ça nous dit que d2, x0, x0 je vais l'appeler ct si vous voulez bien. Je vais écrire ça ici. Ça va être c fois le temps, hein. Ça c'est la coordonnée temporelle actuelle, donc ça fait c carré. d de t sur ds2, plus, ici je fais lambda égale 0, donc c'est l'expression qui est là-bas, 1 demi de h mu 0 virgule mu, plus h mu 0 virgule mu, fois dx mu sur ds, dx mu sur ds. Et ça fait 0. Dans le terme qui est ici, là, vous vous rappelez que quand on a mu et mu ici, ça c'est une somme. Donc ça c'est 4 termes en fait. Il y a 4 termes différents. Et on a aussi une somme sur mu. Donc en fait, on a 16 termes là-dedans. On a mu qui peut prendre 4 valeurs, mu aussi. Donc si on l'écrivait explicitement, ça prendrait le tableau. C'est énorme. Donc là-dedans, il y a 16 termes. Dans ces 16 termes, vous avez des termes ici qui sont en d de dt sur ds quand mu vaut 0. Avec des c dt sur ds quand mu vaut 0, donc ça c'est un des termes. Vous avez des termes du type dx1 sur ds fois c dt sur ds. Je vais juste en écrire quelques-uns des termes de ce type-là qui apparaissent dans la somme. Et vous avez des termes croisés en variable d'espace, par exemple dx1 sur ds fois dx2 sur ds. Voilà, vous avez tout un ensemble de termes de ce type-là. Or, les termes que j'ai représentés ici ne sont pas du tout du même ordre de grandeur les uns par rapport aux autres. Le rapport, par exemple, de ce terme-là avec celui-là, vous voyez que si je divise ça par ça, et ces termes-là se simplifient, il reste ça divisé par ça, et vous avez finalement un 1 sur c fois dx1 sur dt. L'ordre de grandeur de ça divisé par ça, c'est ça. Et ça, c'est une vitesse. Ça, c'est de l'ordre de v sur c. C'est la vitesse suivant l'interaction 1 divisé par c. Et ça, c'est très petit devant 1. Donc, le rapport entre ça et ça est très petit devant 1. Pour la même raison, le rapport entre ça et ça est aussi très petit devant 1. Ça divisé par ça, ça fait aussi quelque chose de l'ordre de v sur c. Et donc ça divisé par ça, ça c'est encore pire, c'est du v sur c au carré. Donc si on veut ne garder que les termes les plus bas dans les grandeurs qui sont petites ici dans le problème qu'on considère, ça on va le négliger devant ça, et ça on va le négliger devant ça. On pourrait dire, il faut quand même qu'on garde quelque chose, on ne va pas négliger tous les termes d'ordre 1, on ne veut pas un développement unité à l'ordre 0, ici on veut quelque chose à l'ordre le plus bas dans la perturbation qu'on a considérée. Il faut bien voir ici que ce terme-là, il est déjà tout petit, lui, ça c'est du H, ça. Donc H, on a vu que c'était la perturbation de G par rapport à bêta, donc c'est quelque chose qui est déjà petit. Donc dans le développement limité, en maths, si vous mettez des epsilon pour faire des développements limités, ça c'est déjà un epsilon, ça. Donc si on veut un développement limité à l'ordre 1, là-dedans, on ne va pas garder d'epsilon, il faut que ça soit à l'ordre 0, et tout ça, ça reste à l'ordre 1. Donc on va garder dans cette somme-là que les termes d'ordre les plus bas, ici en V sur C, donc ça veut dire que les termes de ce type-là, on les néglige. Ceux-là aussi, il ne reste finalement qu'un terme dans la somme. On garde le terme principal, celui pour lequel mu et nu sont égaux à 0, c'est-à-dire les variables temporelles. Quand je fais ça, l'équation, elle devient extrêmement simple. On n'a plus qu'un terme, et les mu et les nu, on les remplace par 0.
Là, c'est parti. H, je remplace mu par 0, 0, 0,0, plus H, 0, 0,0, fois C carré, dt sur ds au carré, est égal à 0. Bon, bah ça fait quoi ça? On l'a vu tout à l'heure, on est dérivé par rapport au variable temporel, ça fait 0, c'est statique ici. Donc ça c'est nul, donc tout ça c'est nul. Pouf! Voilà ce que nous dit à l'ordre le plus bas en V et en C, ce que nous dit la première équation temporelle. Donc ça veut dire que la dérivée seconde de t par rapport à S est nulle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que t est proportionnel à S, hein, tout simplement. On intègre deux fois à une constante additive près, donc t est proportionnel à S. Ce que je vais écrire sous la forme S est égal à CT. Je choisis dire que T est proportionnel à S, ça peut être n'importe quelle constante ici. Hein. Simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir l'unité de temps dans laquelle l'équation s'écrit de cette manière-là, c'est dans laquelle le coefficient multiplicateur, c'est la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que je vais compter les temps dans une unité qui va bien pour que ça s'écrive de cette forme-là. À l'ordre le plus bas, finalement, à l'ordre le plus bas, dans les grandeurs qui sont petites, l'intervalle s'écrit simplement comme ça, et c'est proportionnel au temps de S. Donc ça veut dire que dans l'équation qui est ici, je vais pouvoir remplacer S par CT. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de choses qui sont simplifiées. On peut se dire, il ne va peut-être pas rester grand-chose, peut-être qu'à la fin, ça n'aura aucun intérêt, on aura peut-être trop simplifié. Mais en fait, non. Vous allez voir que maintenant, quand on fait la même chose pour les variables spatiales, c'est-à-dire je vais remplacer lambda par une variable spatiale, lambda par I qui vaut 1, 2 ou 3, ce qui va rester en faisant le même type d'approximation, là, va être vraiment super intéressant. Je le fais. Je reprends l'équation ici et je remplace cette fois, je vais tout réécrire. Je remplace maintenant lambda par I. Et donc ça me dit que 2xi sur, et je vais tout de suite remplacer la dérivée seconde par rapport à S par une dérivée par rapport au temps. Et ça fait c carré dt2 plus ici gamma I mu, c'est-à-dire lui, je vais le remplacer tout de suite, moins 1,5 de H mu I de mu plus H mu I mu moins H mu virgule I fois dx mu sur ds dx mu sur ds. Et pardon, j'ai dit que les ds, je les remplaçais par des CDT. Donc ici on a C carré dt CDT. Alors, c'est parti. Comme de la même façon que tout à l'heure, on va faire certaines approximations là-dedans. Ça, c'est encore une fois une somme sur énormément de termes, d'accord, sur 16 termes. Pour la même raison que tout à l'heure, dans la somme qui est ici, là, on a des termes en dt, en CDT sur dt, en dx sur dt. Donc on a certains qui sont homogènes à des vitesses, d'autres qui valent simplement 1, quand on a la variable temporelle ici. On va garder, comme tout à l'heure, simplement ceux qui sont de l'ordre le plus bas en V sur C. Ici, on a un ordre 1 en H, donc on va garder de l'ordre 0 ici. Donc encore là-dedans, on va garder simplement les termes pour lesquels mu et nu sont égaux à 0. Les autres sont négligeables devant ceci. Et il reste simplement d2xi sur c2 dt2 moins 1,5 de, et je remplace, j'ai dit mu et nu par 0, h0 i virgule nu, virgule 0, plus h0i virgule 0, moins h00 virgule i, et c'est ça qui fait 0. Comme tout à l'heure, on a ici deux termes non pas qui simplifient, mais qui sont nuls. On a une dérivée temporelle ici, une dérivée temporelle ici. On est dans une situation statique. Donc ça vaut 0 et ça vaut 0. Et par contre, il reste un terme ici. Ça, c'est une dérivée spatiale d'une grandeur h00. On n'a rien dit a priori sur les grandeurs spatiales. Effectivement, les grandeurs spatiales dépendent du temps. Et il reste, du coup, d2xi sur dt carré est égal à, je passe ici tout ça de l'autre côté, donc on a moins par moins, ça fait plus, et je le remets de côté, ça refait un moins, moins c carré sur 2, h00, virgule i.
Alors là, on commence à être super content. Ça ressemble vraiment à quelque chose. Ça, c'est 3 équations sur 3 coordonnées différentes, x1, x2, x3, et c'est égal à quelque chose. Ça ressemble beaucoup à une accélération, est égal à une force divisée par m. Ben, en fait, l'analogie, le lien avec ce que vous connaissez de la mécanique newtonienne, il est encore plus fort que ça, puisque si je note ça avec des vecteurs, ça s'écrit d2r, je vais noter le vecteur position avec un r sur dt2, est égal à, et la grandeur qui est ici, ça vous voyez que c'est, alors je vais l'écrire juste une fois sous une forme un petit peu différente, je vais l'écrire sous une forme vectorielle un peu bâtarde, mais qui va peut-être vous parler, ça c'est d rond sur d rond x1, d rond h00 sur d rond x2. Ce que je fais ici, c'est que j'écris les 3 valeurs que ça peut valoir. Ça n'est pas un vecteur, c'est pour une valeur de i donnée, ça va être ce terme-là, celui-là, ou le troisième que j'écris, h00 sur d rond x3. Ce vecteur-là, vous connaissez son nom, ça, c'est quoi? Ça, c'est le gradient, hein. Ça, c'est simplement le gradient de h00. Donc là, ça, c'est moins le gradient d'une grandeur que, au hasard, je vais appeler phi, avec phi, qui est égal à C, et il y avait un carré ici, attention, je l'ai pas remis, égale C carré H00 sur 2. Accélération égale moins gradient de phi, ça vous connaissez. En mécanique newtonienne, on a exactement cette équation-là, où phi c'est le potentiel gravitationnel, et ça du coup c'est la force gravitationnelle divisée par la masse de l'objet qui est en train de subir la force. Donc on retrouve ici formellement quelque chose qui ressemble vraiment à la mécanique newtonienne, c'est la mécanique newtonienne, et avec un bonus énorme, ça nous dit comment est-ce que le phi qui est ici est relié à H00. Je vous avais dit que le G mu nul a été lié au potentiel gravitationnel, ben on voit ici comment il est relié. Dans la situation ici, dans la limite newtonienne, quand les grandeurs sont petites, le G00 ici, c'est le état 00, c'est-à-dire 1, plus H00, c'est-à-dire plus 2 phi sur C carré. Donc voilà le lien vraiment qu'on obtient de manière rigoureuse ici, entre le potentiel ici gravitationnel et puis la composante 0,0 du tenseur métrique. Donc quand je vous disais que c'était la même chose, que l'information du champ gravitationnel était présente dans G, bah vous voyez, ici on a déjà une première indication de ça. Alors, quand on voit ça, on peut se faire plusieurs remarques. On voit ça pour la première fois. On peut remarquer des choses qu'on n'avait pas forcément vues quand on a fait de la mécanique newtonienne. Enfin, moi, il y a une chose que j'ai découverte en faisant de la relativité générale. Malheureusement, j'aurais dû l'apprendre plus tôt, mais ce n'était pas le cas. Phi, il y a une dimension très bizarre du point de vue analyse dimensionnelle. Hein. Phi, c'est une vitesse au carré, en fait. Quand on regarde les autres forces, le potentiel électrostatique, par exemple, il a une unité qui est bizarre. On est obligé de rajouter la charge électrique dans le système parmi les unités de base pour donner une unité qui va bien au potentiel électrostatique. Et bien pour le champ gravitationnel, ce n'est pas le cas. Le potentiel gravitationnel, c'est une vitesse au carré. Sa dimension, c'est une vitesse au carré. Bon, voilà. Du coup, on peut calculer cette grandeur-là dans des situations de la vie de tous les jours, voir si effectivement les hypothèses qu'on a faites de dire que ça c'était petit devant ça, c'est ça l'hypothèse qui justifie tout ce qu'il y a avant, est-ce que c'est réalisé ou pas? Combien vaut 2 phi sur c carré dans, par exemple, au niveau de la pièce? Est-ce que j'ai le droit de faire cette approximation? Est-ce que j'ai le droit de faire de la mécanique newtonienne dans la pièce où je suis? Et bien ça, vous allez le faire, vous allez prendre votre machine et vous allez calculer 2 phi carré, 2 phi sur c carré. Dans le cas de l'attraction par la Terre, où pour la Terre, vous savez que phi, c'est g fois la masse de la Terre divisé par r de la Terre. C'est comme ça. C, je suis super sympa, je vous donne 300 000 km par seconde. Et puis 2, c'est 2. Vous avez besoin de G. Vous savez, G, ce que ça vaut? 10. La puissance, là, vous la connaissez? Dans les unités ici? Ouais, sur la feuille, c'est marqué. Moins 11. C'est ça?
Et la masse de la Terre, ça doit être 6 fois 10 puissance 24 kg. Si vous l'avez sous les yeux, je veux bien que vous me corrigiez si ce n'est pas le cas. C'est ça. Et R, ça doit être 6000 km 6730 6400 et quelques. Bah, allez-y, faites-le. Donc calculez ce truc-là. Non mais vraiment faites-le, hein, parce que vous faites un calcul de relativité générale, c'est quand même. Vous pouvez rentrer chez vous ce soir. Tu rigoles? Allez, deux têtes, c'est parti. Non mais attends, franchement, ça va être dur. C'est parti. J'ai 6 fois 10 moins 11. Fois la masse ici, 6 fois 10 moins 24. 10 puissance 24. Divisé par R, 6 fois 10 puissance. Et je vais mettre ça en quoi? En mètres. Ça fait 10 puissance 6 mètres. Oh, ici se simplifie, donc c'est trop bien. Et je veux faire 2 fois ça, divisé par C carré. C, c'est 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Donc C carré, c'est 9 fois 10 puissance 16. Bon, bah, ça, déjà, le 9 ici avec le 6, il reste ici un 2 et là un 3. Le 2 fois 2, ça fait 4, divisé par 3, ça fait 1. Et donc, on se retrouve avec un 10 moins 11. Ici, 10 puissance 13, divisé par 10 puissance 22. Ça fait 10 moins 9, voilà. Donc, le tête, si, ça se fait, bien sûr. Donc, sur la Terre, ce paramètre, le paramètre qui est ici, là, il est effectivement de l'ordre de 10 moins 9. Donc, ça veut dire que, donc lui, là, il vaut 10 moins 9 sur la Terre. Ça veut dire qu'avec l'approximation que j'ai faite ici, je me trompe, enfin, l'erreur que je commets est de 1 pour 1 milliard, à peu près. Donc, c'est acceptable dans pas mal de situations. Je ne dis pas que c'est forcément tout correct non plus, il y a peut-être des expériences qui permettent de mettre en évidence des déviations de cet ordre-là, si on est assez malin. Mais voilà, c'est en tout cas l'ordre de grandeur de l'approximation qu'on fait quand on passe de la relativité générale à la mécanique newtonienne sur la Terre. Maintenant, si on regarde sur d'autres objets sur lesquels ça peut être grand, si on a envie de voir ces effets, on a envie de se mettre dans des situations où c'est grand. On peut aller à la surface du Soleil, où le Soleil est certes plus grand, donc ça va avoir tendance à diminuer le champ gravitationnel, donc son rayon est plus grand que celui de la Terre, mais c'est beaucoup plus massif. Et en fait, pour le Soleil, du coup, on trouve ici quelque chose de l'ordre de 10 moins. C'est marqué là, c'était 10 moins 6. D'accord. 10 moins 6 sur le Soleil. Donc, et sur un tournant, ça devient du plus. Alors, il est là en fait. Attends juste un tout petit peu. Des effets 10 moins 6, hein, ça va pouvoir être éventuellement détectable. On va voir tout de suite ce que ça veut dire physiquement que détecter ces effets-là. Ça veut par exemple vouloir dire détecter des décalages de raies d'émission d'atomes. Et on va voir que l'effet de ça, c'est de décaler les raies, enfin, de décaler l'apparence, la position spectrale de certaines raies. Et de la spectroscopie, ça permet de mettre en évidence éventuellement des différences de l'ordre du millionième. Il n'y a aucun souci. Cependant, bon, c'est des expériences qui sont difficiles. Si on veut regarder une raie d'émission dans le Soleil et comparer cette raie d'émission à une raie sur la Terre et mettre en évidence une différence de 1 millionième, en fait, c'est pas possible comme ça, simplement parce qu'une raie qui a été émise depuis le Soleil, elle a été émise depuis une partie du Soleil qui est en train de bouger, il y a des mouvements de convection, hein, et par effet Doppler, ça décale les raies. Et si vous faites le calcul de ça, 10 fois 6 ici, donc une erreur de 10 fois 6, ça fait des vitesses d'objets qui sont de l'ordre du kilomètre par seconde. Quelque chose qui bouge à 1 km par seconde sur le Soleil, ça va donner quelque chose de cet effet-là. Et les mouvements sont plus rapides que ça dans le Soleil, donc c'est vraiment pas évident. Les objets plus compacts, vous avez les naines blanches. Donc ça, c'est des trucs, c'est des objets stellaires qui sont plus compacts. Voilà. Donc là, on peut aussi espérer du coup mieux mettre en évidence ça dans les naines blanches. Donc c'est effectivement des expériences qu'on peut faire. Et on peut aller ensuite plus loin. C'est de l'ordre de 1, ça, sur les trous noirs. Ça, on aura vraiment l'occasion d'y revenir. En fait, je mets 1, mais ça peut même être beaucoup plus grand que 1. Ce truc-là peut être carrément plus grand. Que ce soit plus grand que 1, ça veut dire que l'approche ici de perturbative qu'on a utilisée, c'est-à-dire de prendre ce terme-là comme une petite perturbation, devient complètement fausse. Il faut vraiment ne plus faire ça, vraiment faire complètement la relativité générale. Entre ça et ça, vous avez les étoiles à neutrons, pour lesquelles vous avez aussi des effets qui peuvent être mis en évidence
enfin, pour lesquels l'écart entre les prédictions newtoniennes et les prédictions relativistes sont importants. Bon. Ce qu'on va faire là, pour finir ce chapitre-là, donc on va se pencher sur, on va étudier quelques expériences, 2 expériences qui permettent en fait de mettre en évidence ce terme-là. Voir que ça, c'est pas rigoureusement égal à 1.